Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Je suis Victoria d'Orion Santé. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui change vraiment le quotidien des cabinets, l'avenant 11 et le nouvel encadrement de l'activité des remplaçants. CPS personnel, plafonnement, responsabilité en cas d'erreur. Autant de nouveautés qui vous concernent directement, que vous soyez titulaire ou remplaçant. Pour ce webinaire, pensez bien à poser vos questions au fur et à mesure dans le module Q&R pour questions-réponses. On y répondra en deuxième partie de webinaire. Pour décrypter tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Rousseau, notre expert que vous connaissez déjà pour la plupart. Bonjour Florian, je te laisse la main. Merci Victoria, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, oui, pour vous présenter un article de l'avenant 11. Nous avons déjà réalisé un webinaire concernant l'avenant 11 qui était très complet, qui durait presque 1 heure. Mais volontairement, nous n'avions pas traité l'article 10 sur les remplaçants parce que on estimait qu'il fallait que ce soit vraiment un webinaire à part entière, car il va venir vraiment modifier un petit peu l'encadrement de l'activité remplaçant dans l'exercice libéral. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de faire 2 webinaires qu'on va vous détailler aujourd'hui. Alors, on va voir, le webinaire est divisé en 3 grands chapitres. Premièrement, on va revenir un petit peu sur les conditions d'installation en tant qu'infirmier remplaçant. On va essayer de remettre un petit peu la base et on va voir ce qui change après avec l'avenant 11. Alors, pourquoi il y a eu une réforme de l'exercice remplaçant? Le remplacement devient un enjeu conventionnel majeur parce qu'on voit une augmentation du recours aux remplaçants. Donc dans certaines régions, par exemple, les zones qui sont surdotées, par exemple, qui font beaucoup appel aux remplaçants parce que ne peuvent pas obtenir de contrat de collaboration étant donné que l'installation n'est pas possible dans ces zones-là. Donc on voit qu'il y a une forte demande dans ce zonage-là, avec malheureusement aussi des difficultés pour certains de recrutement. Et aussi une réforme pour sécuriser un petit peu l'organisation des soins et la traçabilité des activités. Ça sera plutôt le volet facturation. Donc voilà, cette réforme est un petit peu multidimensionnelle, à la fois sécuriser les infirmiers, mais aussi sécuriser la profession dans sa globalité. Alors, pour rappel, la mission du remplaçant, c'est d'assurer, bien sûr, la continuité des soins. L'infirmier qui est remplacé, donc l'infirmier remplacé, pardon, qui fait appel à un remplaçant, son objectif, c'est de continuer à garantir la continuité des soins pour ses patients. Et donc, il fera appel à un remplaçant. Il va donc prendre toute la place du remplacé dès lors que celui-ci ne sera plus en exercice. C'est le remplaçant qui assurera l'intégralité des soins. Ça permet de garantir, bien sûr, la qualité de la prise en charge et de maintenir l'offre de soins du cabinet qui est dit remplacé. Donc un remplaçant n'est pas un aide-soignant de luxe ni un dépanneur, il assure pleinement la même mission que le titulaire, à savoir mission de soins, mais aussi sur le plan conventionnel et réglementaire. Donc ça va aller de la réalisation du soin jusqu'à la production de la facture. Et vous allez voir que ça va être justement le pivot un petit peu, le pilier de cette réforme, de cet avenant 11, ça va être le volet facturation dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, les conditions du remplacement, conditions qui sont requises pour pouvoir s'installer. Donc, une autorisation de remplacement valide qui va être délivrée par l'ordre infirmier. On va revoir un petit peu le détail après. Une activité professionnelle préalable, c'est-à-dire que avant de s'installer en libéral, on ne peut pas, par exemple, jeune DE, tout de suite partir dans le libéral, dans le remplacement. On va voir qu'on doit justifier d'une certaine expérience professionnelle. Et aussi, le respect des règles conventionnelles, c'est-à-dire que lorsque l'on devient remplaçant, certes, nous ne sommes pas conventionnés avec l'assurance maladie, enfin, l'infirmier ne sera pas conventionné avec l'assurance maladie, il aura une autorisation de remplacement qui lui permettra de travailler sur la convention du remplacé. Ça veut dire que en prenant la place du remplacé, il s'engage aussi à respecter les règles conventionnelles. Donc, il devra, comme le remplacé, les connaître. Alors, quelques rappels rapides sur une expérience minimale exigée. Pour qu'un remplacement puisse
un remplaçant, pardon, puisse obtenir son autorisation, il doit minimum justifier de 18 mois d'exercice, alors d'exercice d'activité de soins. Alors pourquoi 18 mois? Parce que c'est pas une règle absolue, 18 mois, on dit c'est surtout 2400 heures d'activité, parce que 2400 heures équivaut à 18 mois temps plein lorsqu'on exerce par exemple en secteur hospitalier ou en clinique. Donc 18 mois d'exercice si on est à temps plein, ou alors 2400 heures d'activité de soins sur les 6 dernières années qui vont précéder la demande d'installation, enfin la demande de remplacement. Donc 2400 heures d'activité de soins, hein. Donc, et on entend par activité prise en compte, donc tout ce qui est en établissement de santé, en structure de soins ou coopération sanitaire. Mais dès lors que vous êtes uniquement dans les soins, c'est-à-dire qu'on peut être en établissement de santé, mais de ne plus être dans les soins, être dans l'encadrement, par exemple, cadre ou cadre supérieur. Et ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça compte comme de l'encadrement. Ça n'est pas référencé comme de l'activité de soins. Voilà. L'objectif, il est simple, hein, c'est qu'en fait, pour exercer en libéral, eh ben, c'est de garantir un socle minimal d'expérience, car quand on est en libéral, ben, on est seul avec le patient. On n'a plus malheureusement une équipe de soins pour se reposer éventuellement sur un ou une collègue. Donc voilà pourquoi il y a cette obligation de minimum tant d'heures d'activité afin d'assurer et de garantir une qualité optimum dans les soins qu'on va réaliser à domicile. Alors là, le changement, ça va être la formation nomenclature qui va devenir obligatoire. Donc, c'est un morceau sur lequel je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer un petit peu quel va être l'encadrement. Donc, il va y avoir la création d'un accompagnement spécifique, donc spécifique pour les remplaçants, c'est-à-dire que l'objectif va être de sécuriser la facturation, harmoniser les pratiques, c'est-à-dire que désormais, tous les remplaçants auront minimum une formation de base, et bien sûr, grâce à ça, limiter les erreurs et, par extrapolation, les risques d'indus. L'entrée en vigueur est prévue pour 2027, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, on est en 2026. Des groupes de travail sont en cours de création auprès donc de l'assurance maladie, enfin de la CNAM et des représentants de la profession pour justement articuler un petit peu cet accompagnement, voir qu'est-ce qu'il va être, comment ça va être normé, quels vont être les tenants, les aboutissants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir de 2027 et au moment où ce sera entré en vigueur, les remplaçants devront, lorsqu'ils produiront donc un nouveau contrat de travail, justifier donc auprès de leur infirmier remplacé, parce que c'est l'infirmier remplacé qui devrait être garant de vérifier que le remplaçant a bien été formé en nomenclature de façon à sécuriser leur pratique, mais surtout leur facturation. Hop, bah, merci beaucoup, Florian, pour ces éclaircissements sur les conditions pour devenir remplaçant. C'est l'occasion effectivement de se former à la NGAP, hein, mais aussi à la facturation et à la réglementation. Un point utile pour les collègues qui n'ont pas encore exercé en libéral, vous n'avez pas forcément accès au FIFPL, ça arrive, mais vous avez déjà votre compte personnel de formation, le fameux CPF, qui est accessible à tous. Je peux que vous conseiller dans ces cas-là notre formation 3 en 1, donc NGAP, BSI ou gestion du cabinet qui s'appelle Infirmiers libéraux, devenir expert en cotation, facturation et réglementation. Elle est disponible en présentiel, en classe virtuelle et e-learning et elle est disponible pour vous remplaçants ou pour les remplaçants avec lesquels vous travaillez. Donc, je reviens au webinaire. Florian, une fois les conditions réunies, comment on s'organise concrètement pour le remplacement? Oui, on va voir ensemble du coup donc que exercer en tant que remplaçant, va y avoir désormais de nouvelles règles à connaître et à respecter. Alors, quelques petits rappels aussi, même si on va beaucoup parler de l'exercice remplaçant, mais on va aussi rappeler les obligations du titulaire. Donc, le remplacé, donc, qui est l'infirmier titulaire ou collaborateur, hein, donc, doit bien sûr vérifier les autorisations, c'est-à-dire que, ben, que le remplaçant aura son autorisation de remplacement délivrée par l'ordre, aura suivi sa formation nomenclature en amont de son premier contrat, de son premier exercice, hein, et devra informer donc le remplaçant des modalités d'exercice, du planning qui lui sera délivré, du nombre de jours travaillés qui devront être extrêmement bien déterminés avec les motifs, hein, du remplacement. Donc le titulaire doit toujours fournir voilà, dans le contrat le motif pour lequel il s'engage à faire travailler un remplaçant et bien sûr contrôler donc la conformité de ce remplacement donc dans sa globalité.
Le titulaire conserve donc une responsabilité importante sur l'organisation parce que il donne, c'est lui qui donne forcément qui délivre le contrat et que le contrat va être signé donc entre ces deux parties et que chacun devra être garant de respecter les termes du contrat. Donc, quelques règles absolues à connaître. Donc, interdiction du travail simultané, c'est-à-dire que le remplacé, donc celui qui sera non disponible sur le cabinet, hein, le titulaire ou collaborateur, ne travaille pas sur les mêmes plages horaires que son remplaçant. C'est strictement interdit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler sur la même journée. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très concret. Ça peut être peut-être une collègue de travail qui fera appel à un remplaçant l'après-midi parce que pour des raisons peut-être d'ordre médical, a besoin de ses après-midi ou pour elle ou pour un enfant ou quelqu'un de sa famille, peu importe. Et dans ce cas-là, fera appel à un remplaçant sur l'après-midi, mais peut-être elle pourra assurer les soins du matin. Donc elle, la remplacée travaillera le matin, la remplaçante travaillera l'après-midi, mais chacun sur ses plages horaires, mais jamais de manière totalement simultanée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps un titulaire et un remplaçant qui exercent en même temps. Bon, ça, c'est une règle qui perdurait, qui existait déjà avant l'avenant 11, que vous connaissiez déjà peut-être. Pareil, les remplaçants ne peuvent pas travailler simultanément. On va voir que l'infirmier titulaire pourra avoir maximum 2 remplaçants, mais que ces 2 remplaçants, pareil, pourront travailler l'un à la suite de l'autre, par exemple, hein, sur, je ne sais pas moi, une période d'un mois où le titulaire serait absent, il fait appel à 2 remplaçants, mais ces 2 remplaçants travailleront l'un à la suite de l'autre, mais jamais simultanément. Ça encore, l'objectif c'est quoi? C'est d'éviter les faux remplacements et d'avoir ce qu'on appelle, hein, ce que vous avez peut-être entendu parler, des contrats déguisés, des contrats de collaboration déguisés. Et donc, en mettant ces règles un petit peu plus strictes, ça va permettre un petit peu de mieux réguler justement l'exercice du remplacement et de se retrouver avec des cas de figure où certains exercices pourraient être requalifiés en faux contrat de collaboration. Donc, comme je vous disais, 2 remplacements maximum. Donc, ça, c'est désormais 2 remplaçants maximum, donc sur une même période, hein. Voilà, mais après, vous pouvez avoir plus de 2 remplaçants sur une même année, sur plusieurs périodes, hein. Mais 2 remplaçants maximum sur une même période. Donc, le principe, il est simple, c'est d'éviter tout simplement le chevauchement. Donc, 1 ou 2 remplaçants maximum sur une même période possible, sans chevauchement. Voilà. Donc le texte apporte bien sûr donc, de la souplesse, mais tout en limitant les abus. C'est-à-dire que voilà, on autorise le remplaçant sur des périodes alors, qui pouvaient être plus ou moins longues, hein, selon les motifs. Ça, on aura l'occasion de voir après justement les motifs qui peuvent être attendus, qui va du simple repos hebdomadaire jusqu'à l'arrêt longue maladie, hein. Donc voilà, le texte apporte de la souplesse, mais tout en limitant les abus pour éviter justement que certains infirmiers dans des zones qui sont la plupart du temps surdotées, en fait, utilisent le remplaçant en fait comme un collègue inscrit, ancré dans l'exercice du cabinet. Alors que non, le principe du remplaçant, en fait, c'est de répondre à un besoin ponctuel, plus ou moins long, mais qui doit rester de nature ponctuelle. Ce qui va changer, et là c'est on va dire la mesure la plus impactante de l'article 10 de l'avenant 11, c'est que désormais la CPS personnelle du remplaçant devra être privilégiée en priorité. C'est ça qui devient un peu la révolution, parce que on pouvait voir que dans certains exercices, certains cabinets, malheureusement, même si on faisait appel à des remplaçants, c'est les titulaires qui avaient la main mise sur le logiciel et n'utilisaient même pas la CPS du remplaçant. Donc là, la priorité est faite désormais. Chaque remplaçant devra facturer avec sa propre CPS. Donc voilà aussi pourquoi l'accent est mis aussi sur la partie formation et que du coup, c'est une condition essentielle, c'est d'être formé à la nomenclature si on veut savoir comment facturer avec sa propre carte CPS. Donc chaque remplaçant devient parfaitement identifiable grâce à la CPS, hein. Les feuilles de soins seront alors signées par le remplaçant, mais indirectement co-signées, parce que même si c'est la CPS du remplaçant, il y a toujours le nom du titulaire qui apparaîtra, parce que c'est avant tout la feuille de soins du titulaire, mais qui sera émargée par la CPS du remplaçant. Ce qui fait qu'il y aura une co-identification, ce qui permet aussi
ce qui permettra, en cas de contrôle aussi, et en cas d'indu aussi, que chacun des éléments, chacun des participants donc, sur la feuille de soins soit clairement identifié, le titulaire et le remplaçant. Et en cas d'indu, les deux seront amenés à être informés d'une notification d'indu. Il n'y aura plus que l'infirmier remplacé. Avant, seul l'infirmier remplacé était tenu informé de l'indu. Non, désormais, il y aura une information conjointe remplaçant et titulaire. Conséquence, ben, en utilisant la carte CPS, il y aura forcément une meilleure traçabilité. Ça facilitera aussi, bien sûr, les contrôles et ça va aussi responsabiliser chaque intervenant, à savoir le titulaire, mais aussi le remplaçant qui, jusqu'à ben, peut-être cet avenant, certains malheureusement ne touchent jamais au volet facturation alors qu'ils ont une vraie responsabilité. Donc désormais, ça va engager un petit peu plus l'infirmier remplaçant à se former en nomenclature et aussi de prendre en compte que l'exercice libéral, ce n'est pas que la réalisation du soin et c'est mon titulaire qui fait tout le job administratif. Non, c'est des activités qui doivent être conjointes, hein. Dès lors qu'un remplacé n'est pas en activité, ben, c'est son remplaçant qui doit être en mesure de prendre complètement l'activité, à savoir de la partie soins jusqu'à la partie administrative. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est probablement la mesure la plus impactante de tout cet article. Donc, qui va être responsable en cas d'erreur? La responsabilité reste bien sûr partagée, remplaçant, remplacé, mais ce qui ne change pas, c'est que les indus resteront toujours récupérés auprès du titulaire. Pourquoi? Parce que c'est le titulaire qui est signataire de la convention, hein, même si le remplaçant a une autorisation de remplacement, mais c'est avant tout le titulaire qui va percevoir les honoraires, c'est-à-dire que c'est lui qui perçoit les versements de l'assurance maladie ou des caisses de mutuelle s'il est conventionné avec les mutuelles, etc. Donc voilà pourquoi les indus en cas de contrôle seront toujours à la charge du titulaire. Néanmoins, comme je vous ai dit auparavant, il y aura une co-responsabilité et une co-information, c'est-à-dire qu'en cas de notification au titulaire pour des soins réalisés par un remplaçant, les deux seront informés. Mais néanmoins, l'indu restera au titulaire. Mais ça ne veut pas dire que le titulaire sera forcément celui qui devra payer, parce qu'il il aura forcément rétrocédé les honoraires. Donc attention à bien prévoir dans vos contrats de remplacement un article qui prévoit qu'en cas d'indu, le titulaire puisse bien sûr réclamer la somme indue à son remplaçant, hein. Donc voilà, ça c'est un point de vigilance majeur pour les cabinets. Donc attention à bien rédiger vos contrats entre le remplaçant et le remplacé afin de sécuriser l'exercice de chacun. Donc les démarches administratives avant le premier remplacement, il faudra donc transmettre à la caisse, bien sûr, l'autorisation de remplacement qui est valable 1 an et qu'il faudra penser à renouveler. Attention, hein, une autorisation de remplacement, pardon, est valable 1 an, mais il faut anticiper son remplacement, hein. Environ 2 mois avant la date anniversaire, il faut déjà commencer à faire ces démarches, hein. On voit encore des collègues qui oublient un petit peu et se retrouvent en difficulté parce que leur autorisation arrive à terme. Le contrat devra indiquer bien sûr l'adresse exacte du lieu d'exercice, la période précise, alors qui peut être de date à date ou alors des dates très clairement identifiées. Donc, alors attention, de date à date aussi, après, si c'est admettons du 1er juillet au 31 août, on est bien sur de date à date, mais on se doute bien qu'un remplaçant ne va pas travailler du 1er juillet au 31 août sans s'arrêter, il ne va pas travailler 60 jours d'activité, donc il faudra aussi clairement pouvoir identifier, peut-être en annexant un planning, les jours sur lesquels ou les remplaçants, parce qu'on peut en avoir jusqu'à 2, seront clairement identifiés sur leur jour, voire horaire de travail, s'ils ne travaillent que par demi-journée éventuellement. Et alors aussi la nature du cabinet, à savoir si vous êtes en cabinet isolé ou non. Vous comprendrez pourquoi cette démarche-là, quand on va parler pourcentage d'activité tout à l'heure, parce qu'on va voir que selon que vous êtes en cabinet isolé ou en cabinet de groupe, eh bien, ça n'aura pas la même incidence sur le pourcentage d'activité qui sera autorisé. Donc ensuite, le certificat, la carte CPS, bien sûr, et une attestation de suivi de l'accompagnement à la NGAP dès lors que celle-ci sera mise en place courant 2027. Donc voilà, une procédure qui sera bien sûr simplifiée pour les remplacements suivants parce que l'attestation de formation NGAP, l'autorisation, admettons, de valable 1 an, tout ça, si elle a déjà été transmise, après, elle sera simplifiée pour les démarches suivantes. Mais lors du premier remplacement, il y aura toutes ces démarches administratives à prendre en compte.
Merci beaucoup, Florian, de nous avoir présenté donc, ces nouvelles règles propres à l'exercice des remplaçants. On a beaucoup de questions, mais on y voit quand même plus clair. Au-delà du fonctionnement quotidien, Florian, l'avenant 11 a introduit également une logique de régulation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en effet, l'activité va être désormais régulée et contrôlée pour les remplaçants. Alors, pourquoi encadrer davantage le remplacement? Les objectifs sont multiples, à savoir que les partenaires conventionnels se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait bien sûr garantir la continuité des soins, hein. On a des collègues qui sont dans des zones de forte activité, mais qui ne, si je pense aux zones surdotées, qui ne peuvent pas obtenir de contrat de collaboration ou de titulaire parce que ben, dans ce zonage-là, c'est interdit et seule l'activité remplaçant leur permet de pouvoir un petit peu ben, souffler et garantir la continuité des soins. Mais aussi, cet avenant prévoit aussi de lutter contre les abus parce que certains cabinets, malheureusement, usent et abusent un peu trop du contrat de remplacement. Donc, c'était aussi un petit peu pour réencadrer la situation et, bien sûr, préserver l'installation libérale. Donc, le remplacement doit rester un remplacement et ne pas devenir un mode d'exercice principal déguisé. C'est-à-dire, comme je l'ai pu vous le dire tout à l'heure, où on utilise un peu à tout venant le contrat de remplacement. Et finalement, si on analyse un petit peu la situation, on se rend compte que le remplaçant est intégré à un planning de cabinet. Ça, malheureusement, bah, c'est pas du remplacement, hein, c'est du contrat de collaboration. Mais si c'est un contrat de remplacement qui est utilisé, c'est un contrat qui est plus ou moins déguisé. Alors, que prévoit désormais l'avenant 11, enfin en tout cas l'article 10, un plafonnement de l'activité du remplaçant. Donc ça, c'est vraiment la mesure phare de l'article 10, à savoir qu'à partir de 2028, hein, l'entrée en vigueur c'est 2028, l'activité d'un remplaçant ne pourra pas dépasser 40%, pardon, maximum de l'activité du cabinet. Voilà, donc enfin pour les cabinets, pour ceux qui seront en cabinet de groupe. Objectif 2029, on sera à 30% maximum donc de l'infirmier remplacé. Donc ce sera bien sûr calculé sur la base des déclarations civiles une fois par an, hein, en fin d'année, donc de l'activité du remplaçant. En fait, il y aura comment, une comparaison qui sera faite entre l'activité du remplaçant et l'activité de remplacé. Il ne faudra pas que celle-ci excède 40% maximum en 2028 et ce sera même réduit à 30% en 2029. Justement, bon, on voit c'est une mesure qui va être progressive parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de cabinets qui ne sont pas dans les clous, justement, pour se laisser, ben, là on est en 2026, 2027, on est encore sur une année un peu charnière, l'opportunité à tous les cabinets ben, de mettre en place des mesures correctives de façon à être en conformité avec la convention. Il y aura néanmoins quelques dérogations donc pour les infirmiers donc, qui vont exercer en cabinet isolé. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, votre contrat devra spécifier si vous êtes en cabinet isolé ou de groupe. Donc, on entend par cabinet isolé tout simplement le ou la collègue qui est seul hein, dans son cabinet, qui n'a aucun collaborateur, aucun autre titulaire et qui exerce son activité vraiment toute seule, comme par exemple dans certaines zones surdotées où là, malheureusement, ben, il n'y a pas le choix, hein. C'est forcément des fois, il peut arriver que des collègues soient seuls. Donc là, il y aura des dérogations. Le seuil d'activité est augmenté jusqu'à 50% maximum. Donc, ce qui veut dire qu'un cabinet isolé pourra dédier 50% maximum de son activité à un remplaçant. Voilà. Une autre dérogation, c'est pour les infirmiers qui ont plus de 63 ans, donc qui sont sur une forme de départ à la retraite et qui veulent commencer à ralentir un petit peu leur activité. Là aussi, c'est pareil. Donc, même si ce sont des cabinets qui sont en groupe, un cabinet de groupe, le collègue dans ce cabinet de groupe qui, lui, a plus de 63 ans, eh ben, il ne sera peut-être pas comme ses autres collègues qui seront limités, eux, à 40 ou 30% selon l'année. Lui, il pourra augmenter son activité jusqu'à 50% s'il veut commencer à ralentir son activité. Pareil, si on est en situation de cumul emploi et emploi-retraite, là aussi, on a une dérogation qui permet d'aller jusqu'à 50%. Alors bien sûr, il existera d'autres exceptions dérogatoires qui seront vraiment étudiées au cas par cas. Hein, donc ce ne sera vraiment pas des généralités, hein, c'est vraiment du cas par cas qui sera sous la délégation de chaque caisse primaire, à savoir le congé maternité ou paternité, hein, les deux cas de figure sont possibles.
La maladie, dès lors qu'elle va dépasser minimum 15 jours d'arrêt maladie, donc ce qu'on appelle les arrêts maladie longs, hein, donc là pareil, ça peut être dérogatoire, donc ça peut être 3 semaines, comme ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, des fois, selon malheureusement les arrêts maladie, hein, ça peut arriver, des fois on peut dépasser même l'année. Donc ce sera là encore du cas par cas. Peut-être un besoin du remplacer en formation, c'est-à-dire qu'un collègue qui veut, qui est en libéral, mais qui a besoin d'obtenir l'aide d'un remplaçant parce qu'il va démarrer un cursus de formation qui peut être long. Si je pense par exemple à la formation IPA, hein, il y a peut-être des collègues qui sont intéressés pour se lancer là-dedans. Mais on sait que c'est des formations déjà sur 2 ans et qui des fois peut prendre beaucoup de temps. Donc peut-être fera appel à un remplaçant. Ou alors, si c'est lors de missions syndicales ou de missions ordinales, pour lequel le remplacé, bien sûr, sera détaché de son poste pour ces missions-là. Donc là, voilà, quelques exceptions dérogatoires, hein, donc la maternité, la maladie, la formation ou des missions syndicales ou ordinales. Donc les 3 idées à retenir de ce webinaire, c'est que le remplacement est désormais reconnu et professionnalisé. C'est-à-dire que même si le remplaçant n'est pas signataire de la convention, désormais il a un rôle qui est plus engageant, hein. L'avenant 11 l'engage plus fortement donc en termes et le sécurise aussi plus fortement dans son exercice, hein. Il devient vraiment un acteur identifié et responsable. Et l'assurance maladie donc souhaite grâce à cet avenant, bien sûr, limiter le recours excessif au remplacement permanent qui sont souvent des contrats déguisés. Merci beaucoup Florian pour cette présentation très complète. On y voit beaucoup plus clair. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à poser vos questions dans le module Q&R, hein. On va y répondre. On a déjà de nombreuses questions à traiter, Florian. On va essayer d'en traiter ensemble un maximum. Je te propose de commencer sur donc, les conditions, comment se faire remplacer. On a Amélie qui nous demande est-ce que repos hebdomadaire, c'est possible comme raison pour faire appel à un remplaçant? Oui, oui, désormais, là, ça a été gravé dans le marbre, hein, noir sur blanc, donc dans l'article 10 de l'avenant 11. Le repos hebdomadaire, hein, donc, peut faire partie des conditions de remplacement parce que ben, si on pense, rappelez-vous tout à l'heure, hein, je vous ai parlé du collègue qui est donc en cabinet isolé, il est seul. Ils peuvent bien sûr faire appel à un remplaçant, donc avec un seuil d'activité maximum, attention, de 50%, on ne peut pas excéder 50%, mais les repos hebdomadaires peuvent faire partie des motifs de remplacement. Ok. On a Magali aussi qui demandait puis-je faire travailler un remplaçant pendant que je travaille en tant que salarié dans une CPTS? Alors, logiquement, c'est pour toute activité conventionnée qu'on n'a pas le droit d'exercer. Donc, en tant que salarié d'une CPTS, les CPTS sont soumis à des conventions également. C'est une bonne question. Il faudrait que je l'approfondisse. Par Hmm. défaut, je dirais non quand même, parce que comme les CPTS sont soumis aussi à un exercice conventionné, c'est toute activité conventionnée. Donc, mais à approfondir. Ok. On a Alex qui nous demande également, donc l'infirmier qui est collaborateur dans un cabinet doit-il avoir par ailleurs une autorisation de remplacement pour remplacer chez moi? C'est-à-dire que le collègue qui est déjà installé sur un autre cabinet, si je comprends bien, hein. Ouais, c'est ce que je comprends aussi, qui est donc collaborateur dans un cabinet autre. Oui, alors un infirmier qui est collaborateur dans un autre cabinet et vient faire des remplacements sur un autre cabinet n'a pas besoin d'autorisation de remplacement parce que étant déjà collaborateur, il justifie de minimum, il a déjà forcément plus de 2400 heures. Sinon, on ne peut pas s'installer en tant que collaborateur ou même titulaire en libéral. Donc dès lors qu'on justifie d'un statut titulaire ou collaborateur, naturellement, on a forcément par défaut l'autorisation de remplacement et on peut directement utiliser sa propre CPS de titulaire ou de collaborateur en tant que remplaçant. Alors attention, par contre, ça ne veut pas dire qu'on pourra, l'infirmier qui est actuellement collaborateur, mais qui va avoir un statut remplaçant dans un autre cabinet, pourra facturer en son nom. Non, hein, il devra toujours tout de même facturer en nom du remplacé. Ok, très clair. Donc là, il y aura un Euh, petit paramétrage à faire au niveau du logiciel métier de l'infirmier remplacé.
Donc justement, on a des questions sur ce point, mais avant d'en arriver là, il y a une question à propos de la formation. On en a même plusieurs. On a Emmanuel qui demande si la formation NGAP devient également obligatoire pour le titulaire. Et non. Là, c'était une demande aussi un petit peu de la profession, mais bon, ça n'a pas été retenu. Ça n'est vraiment réservé que pour les remplaçants, en fait, cette obligation de formation. Et donc justement, on a Elodie, mais d'autres aussi nous demandent un remplaçant qui a déjà été titulaire, donc qui a déjà facturé, est-ce qu'il lui aussi il est soumis à cette obligation de formation NGAP? Oui, 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 c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même s'il a eu son statut titulaire et devient remplaçant, mais le statut remplaçant imposera d'avoir été formé en nomenclature. Donc, il devra justifier d'une attestation de Une attestation, formation. C'est ça. Donc, alors, ça peut être même une si elle est formation, passée. même si elle est passée, bien sûr. Oui, oui, Donc, je suis titulaire pendant des années, je me suis formée X fois à la NGAP, je passe remplaçante, j'ai une attestation qui bien prouve que je sûr. me suis formée dans le passé, ça fonctionne. Exactement. Super, bah, merci Florian. On a beaucoup de questions sur la notion de CPS. J'ai Stéphanie déjà qui demande quand est-ce que ça commence? Alors, logiquement, la mesure où on voit qu'elle est prévue, donc certaines nouvelles conditions, certaines nouvelles règles, là, on est vraiment sur 2027, hein, parce que dans les grands principes, logiquement, on est sur une mesure qui va être plutôt fin d'année 2027. Très bien. Parce qu'il va falloir aussi laisser au logiciel métier le temps de s'organiser, hein. Donc, mais on est sur 2027 en tout cas pour la formation. Mais les groupes de travail sont en cours de déploiement. Là, les représentants de la profession travaillent justement à normer un petit peu cette notion de formation, de comment déclarer justement aussi nos, les, enfin, comment les titulaires collaborateurs vont devoir déclarer justement le fait que leur remplaçant a bien fait une activité. Tout ça, c'est en cours de travail, donc bien sûr, les représentants communiqueront sur les modalités. Pour l'instant, ils ne sont pas tous connus. et justement, je vois pas mal de questions qui parlent donc, du logiciel de facturation. Par exemple, j'ai Valérie qui demande donc si le remplaçant a sa propre CPS, comment cela va-t-il se passer pour les ordos? Le remplaçant doit les rentrer sur le logiciel de l'idéo remplacé? Ah ben, le remplaçant aura exactement la même activité. Il pourra tout à fait avoir accès au logiciel métier, rentrer les prescriptions, en fait, faire exactement le même travail que le remplacé, Mm. mais avec sa propre CPS de remplaçant, mais que les remplaçants ont déjà, hein, parce que les remplaçants ont déjà des cartes CPS. Les cartes ne changeront pas, elles resteront, ça restera exactement les mêmes cartes CPS, sauf que ce seront des cartes CPS remplaçants euh, qui permettront l'accès au logiciel métier du titulaire ou collaborateur. Mais les fonctions du remplaçant sont strictement les mêmes que celles du remplacé. D'accord. J'ai Freddy aussi qui demande si le cabinet a une facturière, est-ce que la formation pour le remplaçant est obligatoire? Pareil. J'imagine que oui, tout à Eh oui. fait. Ah oui, oui. Pareil, pareil. Même si on a un facturier, c'est toujours la personne qui établit les factures qui est responsable. Donc là, si c'est le remplaçant devra être, même s'il y a une facturière derrière qui travaille, il y a quand même une forme de garantie, étant donné que la feuille de soin sera co-signée et par le titulaire, parce que ben, le remplaçant, pardon, travaille sur les feuilles de soin du titulaire, mais il y aura aussi la signature disant que c'est bien le remplaçant qui a exercé le soin, même si c'est une facturière qui établit la facture. Bon, merci Florian. On va encore traiter quelques questions pour vraiment balayer toutes les notions qui ont été évoquées dans le webinaire, mais il nous reste peu de temps. À propos du contrat, on me demande si un contrat peut être, enfin, pour combien de temps maximum peut être établi un contrat? Alors, il n'y a pas de durée maximum. En tout cas, le durée de contrat indéterminé, celui-ci n'est pas attendu pour le contrat de remplacement parce que, par définition, un remplaçant doit intervenir de nature ponctuelle et pour un motif clairement identifié. Donc, comme on a pu voir tout à l'heure, hein, maladie, alors ça peut être du repos hebdomadaire.
Alors, mais par définition, logiquement, c'est des contrats qui peuvent être renouvelés régulièrement, mais pas de contrat à durée déterminée. Et ça doit être pour un motif, alors plus ou moins long, hein. Ça peut être voilà du simple arrêt maladie pour quelques jours à quelques mois ou voire même quelques années, des fois pour certaines activités de formation, par exemple. Ok, très clair. À propos du plafonnement et des dérogations, on a Sandrine qui nous demande quelles sont les sanctions prévues en Alors cas de non-respect, j'imagine. pour le moment, elles ne sont pas connues. Pour le moment, seul l'avenant prévoit un seuil d'activité, mais tous les tenants et les aboutissants ne sont pas connus. Là aussi, ça va faire partie de groupes de travail dans dans les mois à venir. Ok, j'ai le cas d'Alex qui demande si je fais 15 jours par mois et mon associé, pareil, mon remplaçant pourra faire combien de jours? Eh ben, en fait, c'est 40%. En 2028, ce sera 40% de l'activité. Donc, si on exerce 15 jours et 15 jours, donc c'est 40% sur l'activité du cabinet. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes deux sur un cabinet, c'est 40% de votre activité globale aux deux, en fait. C'est justement pour éviter que le remplaçant ne pourra pas excéder 40% des deux activités conjointes. C'est-à-dire que vous ajouterez vos jours donc en cabinet et si vous partagez l'exercice d'un remplaçant sur l'ensemble du cabinet de votre exercice en commun, celui-ci, mis bout à bout, ne pourra pas excéder 40% de vos activités communes à chacun, si vous êtes deux sur un cabinet. J'espère être clair. C'est-à-dire que Euh, si... j'ai- Donc pour reprendre, si dans un cabinet, il y a deux infirmiers et que chacun exerce une semaine sur deux, ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est un mode d'exercice qui existe beaucoup. Eh bien, par exemple, sur l'ensemble de votre activité, le même remplaçant ne pourra pas excéder 40% de votre activité, mais conjointe, pas à chacun, en fait. Juste avant de terminer, je regarde les questions. Alors, on essaiera d'y répondre au moment du replay, refaire une réponse par mail. Mais j'ai quand même une interrogation qui revient. Je te donne un exemple, Florian. Mhm. Quelqu'un nous dit, ça veut donc dire que les remplaçants qui sont dans plusieurs cabinets avec autant de logiciels différents devront se former à chacun d'entre eux? Ouais. Voilà, ça Euh, c'est quand même une question, un sujet qui revient et j'ai l'impression un sujet oui, je comprends. d'inquiétude. Vous êtes majoritairement Mais c'est ici des normal. titulaires. Oui. Ouais, je comprends tout à fait, mais malheureusement, oui, hein, les remplaçants qui exerceront sur plusieurs cabinets, ben, devront apprendre à maîtriser un petit peu chaque outil. Alors, ce qui est déjà le cas, par exemple, si on prend l'activité des médecins, hein, les médecins remplaçants, quand ils naviguent de cabinet en cabinet, hein, chaque cabinet n'a pas le même logiciel métier. Et bon, ça fait partie de la part du travail du remplaçant que de maîtriser l'outil. Bon, bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Florian. Malheureusement, on va devoir clôturer ce webinar. On serait bien resté avec vous. On voit qu'il y a quand même encore des interrogations sur le sujet. Venez avec nous en formation, hein. C'est des sujets qu'on traite et encore plus avec l'avenance. On fait bien attention à être là pour vous. Euh, Concernant les webinars, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. C'est un sujet qui vous intéresse, l'avenance encore plus. Voilà, je rassure tout le monde, un replay sera disponible très rapidement sur notre site et sur YouTube. C'est là aussi que vous pouvez retrouver nos autres replays des webinars que nous avons fait précédemment, notamment avec Florian, mais aussi avec Emmanuel sur l'avenance. Donc moi, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et vous dire à bientôt. Au revoir Florian, merci beaucoup pour tout. Merci à tous et à toutes. Au revoir, Victoria. Au revoir Florian.